Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Que m'ont-ils transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors je retourne la question et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver les traces de mes propres grands-parents. Au début de cette saison, j'ai avoué que Passer recomposé, qui a pour vocation de révéler une partie intime de notre histoire avec un grand H, m'aidait aussi à mieux saisir ma propre histoire familiale, car je ne la connais pas si bien, ma famille. J'ai grandi loin de mes grands-parents, j'ai été plus longtemps anglophone que francophone, et je suis toujours pas arabophone. Alors pour remédier à tout cela, j'ai décidé d'appeler mes oncles et tantes. C'est eux qui sont les gardiennes et gardiens de la mémoire familiale, c'est eux qui sont accessibles, c'est eux qui acceptent de témoigner au micro pour parler de leurs grands-parents, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents. Dans cet épisode, c'est le côté maternel de ma famille que nous allons explorer, avec Jean-Louis, l'aîné de mes oncles et tantes, et Marianne, la 5e sur les 7. Et elles ont presque 15 ans d'écart, et donc des souvenirs souvent communs, parfois complémentaires et aussi différents de leurs grands-parents. C'est pourquoi nous avons changé un peu le format et enregistré Jean-Louis et Marianne ensemble. Je les ai fait littéralement partager un micro et donc le son est un peu moins bon que d'habitude. Enfin, avant de leur laisser la parole, je vous fais aussi 2 trigger warnings. Dans la première moitié de l'épisode, il sera question de disparus de la Première Guerre mondiale et de la reconnaissance de leur corps. Dans la seconde moitié de l'épisode, il sera question de la mort d'un enfant. Je laisse la parole à Marianne et Jean-Louis. Alors, notre grand-père Jean est né en 1887. Il est mort en 71, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Il était médecin issu d'une ascension sociale puisque sa famille était plutôt modeste au départ. Donc en remontant à l'envers, son père était receveur des postes à Paris, son père Paul. Il a commencé receveur des postes rue de Tolbiac et après à la place de l'hôtel de ville qui était le top du top des postes à l'époque. À Paris, oui. Donc c'est effectivement un beau poste. C'est lui qui gérait un bureau de poste. C'était un poste à responsabilité parce qu'à l'époque, les postes, c'était pas automatisé comme maintenant, donc c'était quasiment un chef d'entreprise avec une situation confortable, avec un appartement de fonction. Quand je dis appartement, c'était peut-être une maison. Et il habitait rue de Rivoli, ce qui était pas mal non plus. Son grand-père Jules était sous-chef de bureau à Richardville. Richardville, c'est un petit village qui est du côté d'Étampes dans l'Essonne. Son arrière-grand-père était instituteur. Et donc, à la base, il avait un arrière-grand-père, Claude, qui est né en 1746, était maçon. Donc, mon grand-père, en fait, est monté par l'école de la République. Et d'ailleurs, il avait gardé toute la culture. Et il était donc médecin à Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne, c'était à l'époque une petite ville à 15 km de Paris, mais c'était encore presque un village de campagne. Je me rappelle dans ma jeunesse, on allait chercher le lait à la ferme à côté, et il était issu d'une famille où il y avait 8 enfants. Donc Jean était le second, l'aîné était Marie, qui est décédée en 68. Derrière lui, il y a un dénommé Louis qui faisait l'école de la magistrature indo-chinoise. Donc c'était de belles études à l'époque. Malheureusement, il a été tué à l'âge de 29 ans pendant la guerre de 14. Mon grand-père en a été très très touché. D'autant plus que le 3e garçon, Francis, faisait des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris. Il était très brillant et il a été tué à 23 ans à la guerre de 14, dans les premiers jours. Ensuite, il y avait 3 autres garçons, André, Roger et Gabriel, qui étaient en fait les petits frères, entre guillemets, du grand-père, qui s'en a apparemment pas mal occupé. Et une dernière fille, Adrienne. Donc lui, il a quand même eu un rôle d'aîné, entre guillemets.
Effectivement, il avait assumé un certain nombre de responsabilités dans la famille, et notamment qu'au moment de la guerre, alors Jean-Louis, tu sais peut-être, ils ont mis plusieurs jours à annoncer que le deuxième fils avait été tué, ce d'autant que je crois que c'est le deuxième fils qui a été porté disparu. Et après, il y a eu ces souvenirs épouvantables parce qu'en fait, il fallait aller essayer de retrouver le corps. Et il était roux, son frère. Donc, en fait, quand on trouvait un corps non identifié roux, il fallait aller voir si c'était son frère. Donc ça, c'est quelque chose qui avait marqué très, très fortement sa vie d'adulte. Et en fait, ils n'ont jamais identifié réellement le corps. Mais ça a été une vraie quête, et une quête même assez tardive, parce que moi, je me souviens que quand j'étais enfant, on me disait que la tombe du soldat inconnu, c'était peut-être notre grand-oncle, qui était sous l'Arc de Triomphe, parce que c'était un soldat inconnu, etc. Donc c'est vraiment, ça a été un fait assez marquant. Et en fait, celui qui est décédé, un des premiers, là, qui faisait l'école des beaux-arts et tout, était nommé à Rome. Donc il était particulièrement brillant. Ce qui est certain, c'est que probablement habitant Vittorio Rivoli, ils ont fait des écoles à Paris. Je suppose que mon grand-père a fait l'école de médecine de Paris. On voit bien qu'ils ont fait des études supérieures. Donc, probablement, l'idée était aussi de les promouvoir dans une vie plus facile. Alors, le grand-père Jean prenait des cours de violon et il a rencontré sa future femme Mathilde, qui, elle, prenait des cours de piano. En fait, ils ont 2 ans de différence. Ils ont quand même attendu la majorité de Mathilde pour se marier. Mon grand-père s'est marié à l'âge de 24 ans. Mathilde était issue d'une famille d'industriels plutôt aisés. C'est d'une famille d'Alsaciens qui a émigré en France suite à la guerre de 70. Et ils avaient une teinturerie de laine, donc une usine qui tournait bien, mais que les Prussiens ont indirectement récupéré en envahissant l'Alsace et la Lorraine. Il y a un des frères du père de Mathilde qui est resté là-bas pour se gérer l'usine, pendant que son autre frère, lui, a émigré en France, à Juvisy, où il a ouvert une usine de papier peint. Donc effectivement, il y avait une filature et une teinturerie. En fait, il y a beaucoup d'eau dans ce coin-là. Donc on n'hésitait pas à utiliser l'eau de la rivière pour les teintures. Moi, j'avais entendu dire que la marque s'appelait les laines Le Hibou. Et quand on disait au grand-père mais pourquoi le hibou, il disait c'est pas plus idiot que la laine Le Pingouin. Et le Pingouin était le principal concurrent. Ils ont pris une décision très rapide, donc de sauver le maximum d'argent et de bijoux planqués dans les ourlets des vêtements pour arriver à pied en France, en faisant le choix d'être français, ce qui est déjà un choix qui a pas mal conditionné, à mon avis, l'histoire familiale, parce que notamment, ils ont abandonné la langue alsacienne, ils ont gardé un peu de cuisine alsacienne avec l'histoire de la choucroute et du kouglof. Mais en fait, l'idée, c'était l'intégration et d'avancer vers un avenir, tout en sachant qu'effectivement, ils étaient battus en 14, en face probablement de leurs frères, cousins, etc. Ce qui était assez compliqué. Et je crois que la filature a fait faillite au moment de la guerre. Moi, je suis né en 45, donc bien après que la France ait récupéré l'Alsace et la Lorraine, et c'était encore dans la famille un traumatisme, qu'ils étaient obligés de fuir l'Alsace et de se réimplanter en région parisienne. Effectivement, et ça c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une phrase familiale classique, c'était encore un que les Prussiens n'auront pas, quand on parlait d'un repas ou de quelque chose, ça c'était bien ancré. Et puis, il y avait à la fois un non-dit de l'histoire familiale. Pépé Jean, je veux dire, ne parlait pas de sa guerre. En 14-18, il était médecin, donc il avait vu un certain nombre d'horreurs. Il avait été blessé 2 fois. La phrase classique, c'était on veut plus en parler. On avance, on veut plus en parler. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez marqué, la capacité à se dire on vit des choses très douloureuses, mais on avance. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'à un moment ou à un autre, ils aient eu envie de retourner vivre en Alsace. On était français, on parlait français, et nos enfants étaient élevés dans la culture française, et avec un respect de la France, parce que la France l'avait accueilli. Et ils se sont mariés et ils ont fait construire une belle maison à Brie-sur-Marne en empruntant de l'argent aux parents de Mathilde.
qui étaient donc ces fameux industriels, plutôt riches. Et cette maison était une très belle maison bourgeoise, une des plus belles du village, puisqu'ils étaient médecins, donc il fallait montrer un certain statut. Là, ça s'est passé quelques mois avant le départ à la guerre. Le grand-père est parti comme médecin à la guerre. Il s'est retrouvé à Verdun, dans des conditions affreuses de la guerre de l'époque, la guerre des tranchées. Entre autres, il allait chercher les blessés entre les lignes dans le No Man's Land, et pour les ramener et pour les soigner, ce qui lui a valu des médailles militaires et la Légion d'honneur avec double palme. Un comportement exemplaire et sans doute très traumatisant. Mais aussi traumatisant pour Mathilde, qui s'est retrouvée jeune mariée avec un mari dont elle avait très peu de nouvelles, puisque l'histoire dit que quand il est parti à la guerre, elle n'a pas eu de nouvelles pendant 6 mois. Il a fait toute la guerre, il a été blessé 2 fois, il en parlait jamais. Le grand-père est revenu de la guerre en 1918, donc. Ils ont eu un fils, Franck. Quelques mois ou quelques années après, le père de Mathilde a vendu son usine, à sans doute un bon prix, et il a eu la très bonne idée de placer tout son argent dans l'emprunt russe, qui était un emprunt soi-disant garanti par l'État français sans aucun risque, sauf qu'il n'avait pas prévu la révolution bolchevique et que les bolcheviks ont annulé toutes les dettes de la Russie, ce qui fait que le père de Mathilde, donc mon arrière-grand-père, s'est retrouvé ruiné, étant donné qu'il avait prêté de l'argent pour construire la maison. Il a trouvé tout à fait naturel de venir habiter chez son gendre et sa fille pendant 20 ans, jusqu'à sa mort, sachant qu'à l'époque, c'était les vieux qui commandaient, donc c'est la belle-mère qui commandait dans la maison de sa fille, ce qui était une situation, semble-t-il, assez désagréable. Donc ils étaient en fait pas chez eux. Je crois qu'en plus, il y avait aussi, je sais pas si c'était une sœur de Mathilde ou une sœur de Jean qui vivait à la maison avec eux. Donc ils avaient 3 personnes en plus. La sœur en question, elle est morte à petit feu. Le souvenir que j'ai retenu en tout cas, c'est que la succession de deuil faisait qu'à l'époque on portait le grand deuil, etc., etc. Maman disait, elle avait porté le noir quasiment jusqu'à 15 ou 16 ans, complètement noir. Et les parents, les grands-parents, tout ça, tout le monde était en noir. Donc franchement, ça a été... c'était pas gai. Enfin, j'étais le lendemain de guerre compliqué. Il y a eu ce choc de la faillite. Et voilà, cette charge et ces deuils. Et d'autant plus qu'il y a eu la Deuxième Guerre. Et si j'ai bien compris, il s'était fait porter volontaire comme médecin à nouveau. Alors qu'il était relativement âgé, pour la Deuxième Guerre, il devait avoir une bonne cinquantaine, voire 60 ans. Entre les deux, il y a eu quelques années où donc il était médecin de campagne, avec une très bonne réputation. D'abord, il avait cette maison où il avait son cabinet installé dans sa maison, une salle d'attente, et à l'époque, il faisait des soins chirurgicaux, il faisait à peu près tout, et notamment il faisait des accouchements, et il avait une bonne réputation parce qu'en fait, il exigeait d'avoir du linge propre quand il allait accoucher en campagne, et donc il avait une faible mortalité infantile et maternelle à une époque où on mourait en couche beaucoup plus que maintenant. Et aussi, assez classiquement, en fait, il était payé en nature. Donc, il n'avait pas obligatoirement une ambulance, mais par contre, classiquement, on lui apportait du beurre, apportait des œufs, des poulets, des choses comme ça pour le payer. Donc, ça avait un côté campagnard qui était assez plaisant, parce que finalement, ça faisait partie de la vraie vie. Le premier enfant, qui était Franck, était apparemment un garçon un peu difficile et très mal travaillé à l'école, ce qui désespérait son père. Et il a en plus été en sanatorium pour cause des problèmes de santé. Donc il a eu une jeunesse perturbée. Et le deuxième enfant, qui était en fait notre mère, elle était la petite fille modèle, blonde, gentille, qui travaillait très bien à l'école, à tel point qu'elle a fini par faire médecine pour faire plaisir à son père, sachant que son frère aîné ne réussissait pas à l'école et ne pouvait donc pas faire médecine et pas reprendre le cabinet de son père. Il y avait très peu de femmes qui faisaient les études de médecine, donc on voit bien qu'elle était brillante et sûrement très admirée par son père. Et elle y a rencontré son mari. En fait, la vie était assez agréable parce que du coup, il avait une belle situation, notre grand-père, Jean.
Ils vivaient dans un milieu de notables, ils avaient des amis à côté, ils avaient une vie sociale. Ils bridgeaient beaucoup à l'époque, ils faisaient beaucoup de musique, puisque donc ils avaient gardé l'exercice de la musique l'un et l'autre. Et puis, leur luxe était de partir en voyage. Ils allaient en cure à Vichy, une fois par an, et ils partaient en voyage, dans des voyages organisés, en autocar. Ils ont fait toute l'Europe. Des croisières. Des croisières. Mais le grand-père était toujours habillé en costume 3 pièces, nœud papillon, tel le docteur. Donc on a une photo assez étonnante du grand-père très classe, très aristocrate, face au Parthénon avec la grand-mère en talons aiguilles, visitant le Parthénon sous une chaleur à crever, je suppose, en costume 3 pièces. Ils sont allés voir Pompéi, ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Égypte, au Maroc, je crois, enfin ils ont fait pas mal de choses. Et alors il y a une histoire comme ça où maman disait que de toute façon, mamie Mathilde n'appréciait pas obligatoirement beaucoup ses voyages. Et notamment, quand on lui avait demandé quel souvenir elle avait gardé, je sais plus si c'est des pyramides ou du Parthénon, elle disait, oh là, qu'est-ce que j'avais mal aux pieds, c'était épouvantable. Donc, les souvenirs de voyage, c'était qu'elle avait mal aux pieds. Voilà. Alors que, bon, ça fait quand même rêver d'aller à cet endroit-là dans des années compliquées. C'est vrai. Je confirme l'anecdote. Et ils avaient un couple d'amis avec lequel ils étaient très proches, et lui était chirurgien, et la clinique porte toujours le nom de leur ami chirurgien. Mon grand-père donnait des soins dans cette clinique, il avait des consultations qu'il a eues assez tard, parce qu'il exerçait assez tard. Il était très respecté parce qu'il soignait aussi les pauvres et les personnes aisées. Et c'était un bon médecin, c'était aussi un très bon grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense pas que le grand-père soit parti comme soldat, même si effectivement il était, semble-t-il, volontaire. Par contre, il exerçait toujours son métier de médecin dans la ville, et il bénéficiait de sauf-conduit pour circuler, puisqu'il était médecin, et je suppose qu'il devait aussi soigner des soldats allemands parce qu'il n'avait pas le choix, mais il profitait de ces sauf-conduits pour soigner aussi des résistants, à tel point que quand il est décédé et que les pompes funèbres sont arrivées, un des croque-morts s'est effondré en pleurs, et il a dit oui, ce docteur m'a sauvé la vie pendant la résistance, j'avais été blessé et il m'a soigné. On n'a pas beaucoup de détails non plus là-dessus. Non, on n'en parlait pas en fait. Et il n'en parlait pas. Notre grand-père, Jean, est mort d'une leucémie, la signature d'un cancer passé plus ou moins inaperçu. Donc il est mort à petit feu, fatigué, mais à un âge déjà respectable, parce que je crois qu'il avait plus de 80 ans, donc à l'époque, c'était comme bien vécu. Il vivait à Brie, dans leur maison, il avait pris sa retraite, voilà, une vieillesse assez douce et facile financièrement. Pas grand train, pas dispendieux, mais ils avaient un train de vie agréable, ils voyageaient, ils avaient une voiture, une maison agréable, il y avait quelqu'un pour aider au jardin. Même s'il y a toujours une notion d'économie et de fragilité et d'anxiété par rapport à la situation, parce qu'ils avaient quand même donc connu une faillite familiale retentissante. Pour Mathilde, ça a été plus compliqué parce que donc après la mort de mon grand-père, elle a voulu rester dans cette maison, et à l'époque, Brie restait difficile d'accès, et donc assez rapidement, maman s'est inquiétée de la savoir vivre seule dans cette maison, ce d'autant que ça avait beau être une maîtresse de maison, c'était quand même mon grand-père qui s'occupait de beaucoup de choses, donc elle était probablement assez dépassée par la chaudière, même la fermeture des volets, etc. Enfin bon, la maison était de plus en plus fermée, on réouvrait plus, c'était une maison très sombre, alors qu'en fait c'était une maison qui aurait pu être beaucoup plus claire, mais il y a des pièces dans lesquelles on n'allait plus. C'est allé jusqu'à ce que mamie Mathilde se casse le col du fémur. Là, ça a été assez lâche, assez dur, parce qu'en fait, ils ont profité du fait que cette fracture du col du fémur pour la coller en maison de retraite. Donc en fait, elle est partie en ambulance et elle est jamais revenue dans sa maison. Moi-même, je sais pas, à l'époque, je vais voir 14 ans, 15 ans, et j'ai trouvé que déjà, c'était assez violent, même si ma grand-mère était franchement pénible. Et je la trouvais assez odieuse et capricieuse et faisait tourner maman en bourrique. Le rapport mère-fille était très compliqué et avec son fils inexistant.
Et donc après, elle est partie en maison de retraite à Meudon-la-Forêt, dans une maison de retraite de la Caisse des médecins français. Clairement, on s'était dit, le prix de la pension était largement supérieur à ce qu'elle avait en tant que rente de femme de médecin. Donc en plus, c'était une charge, donc on faisait probablement assez bien sentir qu'elle était une charge. Donc c'était pas vraiment sympathique, et c'était un peu la corvée. Maman y allait une fois par semaine ou une fois tous les 20 jours à Meudon, dans cette maison de retraite où elle allait voir sa mère avec un sens du devoir qui était fortement inculqué dans la famille, et c'était assez triste. Elle est décédée à l'hôpital, semble-t-il, maman a clairement dit qu'elle avait été mal soignée, mal prise en charge à l'hôpital, mais de toute façon, il n'était pas question non plus de faire plus. C'est sûr que sa fin de vie a été un peu difficile. Elle est partie faire les courses, elle s'est cassé le col du fémur dans ses courses, elle n'est jamais revenue dans sa maison. Ouais. C'est dur. Mais il faut dire aussi que elle était devenue très dure et acariâtre. Sa fille, donc notre mère, a eu 7 enfants, dont moi le premier. Ma mère s'est donc mariée très rapidement, enceinte. Mon père étant encore étudiant, elle étant étudiante. Les grands-parents donc finançant les enfants pour qu'ils aient une vie assez supportable. Mon père était relativement peu apprécié par ma grand-mère, parce que en fait, il rêvait de faire de l'avion et du planeur beaucoup plus que s'occuper de sa famille, faisant des enfants les uns après les autres, puisque ma mère a eu 3 accouchements en 3 ans. Moi-même d'abord, mon frère 18 mois après et ma sœur 18 mois après. Et ça, la grand-mère le supportait très mal. Bon, visiblement, elle n'aimait pas tellement les enfants. Et donc, ces arrivées de petits-enfants les uns après les autres, dans des conditions financières difficiles, fait que la vie de sa fille lui plaisait pas. Et elle le faisait sentir allègrement, en étant particulièrement désagréable avec son gendre, avec ses petits-enfants qui la dérangeaient, et avec sa fille qui l'engueulait régulièrement. Autant la branche des grands-parents maternels était plutôt issue de la campagne et d'une progression sociale réussie, la branche des grands-parents paternels, elle, est issue d'une génération de dentistes, puisqu'il y a eu 5 dentistes. La lignée commençant par un dénommé Pierre, qui est né en 1793, et qui, semble-t-il, a commencé à être dentiste, ça c'était une supposition personnelle, à l'occasion des guerres napoléoniennes. Il a dû peut-être dériver vers le côté soigner les dents. Arracheur de dents. Arracheur de dents. Pourquoi il est devenu dentiste alors que son père était charpentier en Corrèze? Peut-être qu'il y a eu des occasions à l'occasion des guerres napoléoniennes parce qu'il a dû certainement, étant né en 1793, être enrôlé de plus ou moins de force dans les armées. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Toujours est-il qu'il est passé de la Corrèze à Tours, où il a été arracheur de dents, parce qu'à l'époque, les dentistes étaient des arracheurs de dents. Et d'ailleurs, on a dans les archives familiales une petite carte de visite en disant que le docteur exerce à l'hôtel du parc tel jour, parce qu'en fait, à l'époque, les dentistes allaient sur les champs de foire et s'installaient dans les cafés et arrachaient les dents des gens dans les cafés. Donc lui était arracheur de dents dans les années 1830 par là. Et il a donné ensuite une génération de dentistes, puisque son fils Antoine a été dentiste à Orléans, et son petit-fils Fernand a été dentiste à Niort, et c'est lui qui a eu un fils, Charles, qui est mon grand-père, qui lui était dentiste à Paris. Sauf que c'était plus réellement des arracheurs de dents, c'était des médecins qui faisaient des spécialités en stomatologie. Et donc, mon grand-père Charles était du type bourgeois, bien établi, à Paris, dans le 8e arrondissement, et médecin de ville, contrairement à mon grand-père Jean, qui, lui, était médecin de campagne, entre guillemets, et issu d'une progression sociale. Moi, j'avais la notion que notre grand-père Charles, au moment de la guerre, avait fait partie de ceux qui soignaient la face des grands blessés. Et notamment,
On a retrouvé, il y avait des photos de gueules brisées. Le stomatologiste se contente pas de faire des soins dentaires, loin de là. C'était qu'une infime partie, mais surtout il reconstituait la face. C'était un art particulièrement difficile de reconstitution plastique, qui ne se fait plus d'ailleurs maintenant par les stomatologistes. C'est plus exactement comme ça que ça se passe. Je ne sais pas s'il était vraiment stomatologiste. Ça représentait à l'époque 10-12 ans d'études, ce qu'a fait réellement notre père. Mais ça a fortement imprégné l'histoire familiale parce que, en fait, notre père, il est tombé malade à la fin des études, au moment où il a repris ce cabinet. Notre grand-père était obligé de reprendre l'exercice pour conserver en fait la patientèle, pendant que mon père était soigné, marié puis soigné de sa tuberculose. La grand-mère Alice était, elle, issue d'une famille aussi relativement aisée, qui était pompe funèbre. On disait marbrier, on ne disait pas pompe funèbre. Oui, absolument. À Clichy, et qui avait aussi un certain train de vie, qui fait que quand elle s'est mariée avec mon grand-père, ils avaient plusieurs domestiques, une vie bourgeoise aisée. La grand-mère Alice étant une femme relativement libérée, voire pétulante pour l'époque, elle aimant les toilettes, les sorties, alors que son mari Charles était plutôt distant, voire renfrogné, voire mauvais caractère. Bonne nuit. Bonne nuit. Ennuyeux. Donc c'était un couple un peu déséquilibré de ce côté-là. Et d'ailleurs, j'ai pratiquement jamais parlé avec mon grand-père, ou il m'a pratiquement jamais parlé, si ce n'est tous les jeudis, puisque c'était le jeudi qu'on n'avait pas école, et qu'on allait systématiquement voir les grands-parents et ma grand-mère qui nous sortaient. Et à part ça, je me farcissais. Ça me paraissait des heures de sermons, comme quoi il fallait que je travaille à l'école, que si je travaillais pas à l'école, je deviendrais moins que rien. Là, il me parlait. Mais sinon, en dehors de ça, jamais rien, jamais une parole, jamais un acte. En fait, ils avaient une vie de bourgeois parisien. Il y avait effectivement le chauffeur. Il y avait une gouvernante pour les enfants, bien sûr. Et puis, il y avait une bonne et une femme de ménage. À l'époque, on avait pas moins de 4 ou 5 personnes. Et une cuisinière. Et une cuisinière. Ce qui fait que la grand-mère a fait cuire son premier beefsteak à l'âge de 60 ans. Donc, il y avait Zelmire, qui était la cuisinière. Et Zelmire ça avait fait scandale dans la famille. Elle avait eu un enfant du chauffeur, je crois, dans sa chambre. Personne s'était rendu compte qu'elle était enceinte. Elle a accouché et elle a fait venir le chauffeur pour dire qu'elle ne prendrait pas son service le jour même. Et on a quand même pas mal râlé, donc elle est venue bosser le lendemain. Et on a appris qu'elle avait un enfant. Et alors donc, comme c'était très compliqué pour mon grand-père de retenir le nom du personnel, je crois on avait déclaré qu'elle s'appellerait toute Marie. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, ils vivaient comme on pouvait vivre à Paris à l'époque, c'est-à-dire que ma grand-mère devait aller bridger, faire les magasins, et lui bossait. Et mes grands-parents ont eu 3 enfants, Jean, Suzanne et Pierre. Malheureusement, Suzanne a fait une péritonite à l'âge de 8 ou 10 ans, je crois. 8 ans, je crois. C'est une crise d'appendicite qui tourne mal et qui entraîne le décès. Ce qui a été un grand traumatisme pour ma grand-mère, qui s'en est jamais remis réellement. Elle a toujours été très traumatisée par ça, ce qui se comprend. Moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère très dépressive. Et alors là, c'est pareil, il y avait quelques photos de Suzanne, mais on n'en parlait pas. C'était le sujet à ne pas aborder. Alors l'aîné, Jean, qui est donc le frère de mon père, est devenu un chirurgien très réputé. Il a fait les premières greffes de reins, des opérations à cœur ouvert et des choses comme ça. Très grand bourgeois aussi. Et mon père, lui, était plutôt rêveur romantique et surtout rêvait de faire de l'aviation et de l'avion. Malheureusement, ça plaisait pas du tout à son père, qui l'a directement ou indirectement forcé à faire médecine et à reprendre son cabinet dentaire. Ce qui fait que notre père a toute sa vie été frustré de pas faire de l'avion, enfin pas être aviateur. Oui, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait qu'on lui a toujours reproché de ne pas être interne des hôpitaux, ce qui était le cas de son frère Jean. Donc il était raté. De toute façon, c'était le minable de la famille parce qu'il n'était pas interne des hôpitaux.
en médecine. Bon. Donc, pas de carrière universitaire. Après, il y a eu cette histoire de mariage précipité et plein d'enfants. Et en fait, l'aviation, oui, déjà, il ne réussissait pas vraiment ses études, donc il n'allait pas être complètement raté en étant aviateur. Donc, on lui avait dit, l'aviation, pour toi, ça se borne au modèle Ruby. Et il a fait une spéciale cardiaque aux alentours des années de 70 ans. Donc, il s'est retrouvé de force à la retraite. Et comme il avait aucune activité intellectuelle ou autre, il s'est assis dans son fauteuil et s'est laissé mourir dans son fauteuil. Et en râlant et en marmonnant. Donc vraiment, il considérait qu'à partir du moment où il travaillait plus, il servait plus à rien. Et c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant. C'est la mort de mon grand-père. Quand maman nous a annoncé que mon grand-père Charles était décédé, en nous expliquant que donc notre père avait du chagrin, donc il fallait être gentil avec lui, pas faire de bruit, etc., etc. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on nous disait tout le temps. Donc les deux couples de grands-parents, c'était très différent. Il y avait le côté médecin de campagne par rapport au médecin bourgeois. Le grand-père Charles était un mauvais grand-père avec une bonne grand-mère. Aucun souvenir avec le grand-père. Aucun souvenir. Très peu de souvenirs. Et il avait un physique, en tout cas à la fin de sa vie, un peu Napoléon III avec une petite barbiche pointue. Et il était assis dans son fauteuil tout le temps. On les fréquentait relativement peu en dehors du fait que notre grand-mère Alice nous prenait le jeudi. Comme on était les premiers, elle découvrait le rôle de grand-mère. Et donc elle nous sortait, on allait au manège, au cinéma, dans les musées. Et grâce à elle, on a visité tout Paris en long, large et en travers, ne serait-ce que je pense que le jeudi, elle savait pas quoi faire de nous, donc elle trouvait toujours un truc nouveau à faire. C'est vrai qu'au bout de 3, 4, 5, 6 enfants, 7 enfants, elle devait commencer à en avoir marre. En plus, elle avait vieilli pas mal en cours de route. Donc ça fait une différence de comportement vis-à-vis de ses petits-enfants qui est notable. Et les repas du jeudi, avec la sonnette sous la table pour appeler la bonne qui venait servir à table. Là, on se battait pour savoir qui appuierait la sonnette sous la table. Et le fait qu'elle nous faisait des petits plats qu'on aimait bien, des crèmes au chocolat et autres choses qu'on mangeait pas dans la vie familiale habituelle. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs centres d'intérêt, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors moi, j'en ai encore moins parce que donc mon grand-père est décédé quand j'avais 5 ans. Donc j'ai connu que ma grand-mère veuve, sans doute avec des moyens qui s'étaient pas mal rétrécis. Donc à l'époque, mon père avait repris complètement le cabinet. Et alors nous n'y allions quasiment que pour les soins dentaires. Mon père nous prenait toujours entre deux patients, il était toujours en retard, donc on passait des heures à s'embêter avec ma grand-mère qui faisait des mots croisés. Mais à l'époque, elle avait largement épuisé les promenades. Je me souviens à peine qu'elle m'ait emmenée aux Tuileries quelques fois, mais très peu. Et pas dans les musées, je m'en souviens vraiment pas. Encore une fois, de toute façon, ils réprouvaient ces naissances multiples chez leur fils, qui de toute façon, c'était un échec complet, du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je suis la 5e. Ils avaient épuisé le sujet, vraiment, c'était... voilà. Et comme l'appartement était sombre, qu'on attendait pendant des heures, enfin, moi, je regarde pas des souvenirs merveilleux. Il y avait le 1er janvier, traditionnellement, chez eux, donc où on mangeait un gâteau qui était très moyen. Voilà, avec... mon oncle qui s'endormait debout devant le buffet, tout le monde s'embêtait, on allait goûter chez eux. Ouais. Et c'est tout. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Elle était plus du tout pétulante. C'était plutôt une vieille dame qui se déplaçait difficilement. Et donc, c'était pas très drôle. C'était quand même une vieille dame, c'était un peu casse-pied, mais bon, je l'aimais bien, c'était une grand-mère. Elle m'a laissé une chose, elle se poudrait. Et pour moi, se poudrer, c'était le comble du geste de la féminité. Et nous, on jouait avec les poudriers, on se faisait rigoler allègrement. Avec les houpettes. Et chez mes grands-parents paternels, c'est les parfums qui m'avaient beaucoup marqué aussi, c'est que ça sentait énormément le clou de girofle. Parce que le clou de girofle est très utilisé en dentisterie, et parce que c'est un anesthésiant.
Donc il y en a dans les pansements dentaires, et même à l'heure actuelle, il faut savoir que si on a une rage du dent, il faut se mettre un clou de girofle contre la gencive, et ça apaise le mal de dents. Et donc on rentrait dans l'appartement, ça sentait le clou de girofle, et chez mes grands-parents paternels, chez mes grands-parents maternels, ça sentait la vanille. Donc, et même maintenant, quand j'arrive quelque part, l'odeur, le parfum, c'est quelque chose de très important pour moi. Et de l'autre côté, le grand-père Jean était un bon grand-père avec une mauvaise grand-mère. La grand-mère Mathilde était une grand-mère particulièrement pénible pour les petits-enfants, dans le sens où elle ne savait que nous engueuler en permanence, pour un oui, pour un non. On avait des remarques acides en permanence. Elle n'a jamais fait un compliment, jamais un mot gentil, et y compris quand on venait la voir, alors qu'elle était déjà assez vieille et que nous, on était des adolescents, puis des jeunes adultes. Il fallait venir arriver à midi, on arrivait à midi une pour manger, on se faisait engueuler, t'as les cheveux trop longs, ma première femme portait les premières mini-jupes, donc elle avait droit à toutes les remarques possibles et imaginables, du type ah, votre jupe, elle n'a pas dû vous coûter bien cher, ah, vous allez attraper froid. Enfin bon, il fallait venir avec un déjeuner en costume cravate. Je mettais pas de cravate, donc à chaque coup j'avais droit à des engueulades parce que j'avais pas de cravate. Jusqu'au jour où je suis arrivé avec un veston et une cravate, mais j'avais pas mis de chemise. De ce jour-là, elle a pu faire de remarques. Quand on allait la voir, elle se plaignait que personne venait la voir. Enfin, elle était vraiment pénible. Mais c'est vrai aussi que quand on retrace sa vie, la longue durée avant de se marier avec son amoureux, puis le fait que son amoureux part à la guerre, puis le fait qu'elle se tape ses parents pendant 20 ans, puis le fait qu'elle a un fils qui est difficile et une fille qui fait des enfants par paquet de 10, et qu'ensuite elle a une vieillesse un peu pénible, on comprend aussi pourquoi elle était aigrie. Parce que nous, on a connu la fin du film, en fait. Donc peut-être qu'au début du film, elle n'était pas aigrie, mais en tout cas, à la fin du film, elle était particulièrement acariâtre. Alors moi, j'aimais bien mes grands-mères. En fait, j'aimais bien Mamie Mathilde parce que bon, je pense qu'elle m'aimait bien aussi, parce que j'étais une jolie petite fille blonde. Je devais être assez sage, et bon, donc ça allait à peu près. Je devais faire ce qu'elle demandait de faire. Et donc, j'en garde pas des mauvais souvenirs. Alors, c'est vrai qu'elle était peau de vache. C'était du genre, bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, je te croyais morte. C'était des trucs comme ça, où effectivement, on avait le droit à quelques vacheries. Mais bon, moi, j'aimais bien la maison de Brie, et j'aimais bien mon grand-père Jean, donc c'était assez apaisé. Ça faisait partie du total. Moi, je garde souvenir d'un grand-père très proche, très attentif à la personnalité de chacun. Moi, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai souvenir, il m'a appris les plantes, il m'a appris le potager, il m'a appris à vaincre ma peur. Donc, c'est un très beau souvenir, parce que la Marne était en crue, il y avait une passerelle en bois avec la rivière qui passait en dessous. Et donc, j'étais terrorisée, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Et je me souviens bien de lui qui m'avait accompagnée, rassurée, qui me tenait la main très fort, et j'ai franchi la passerelle. Puis, il y avait aussi une passerelle où on allait compter les wagons des trains de marchandises, et on revenait très fiers en disant on a compté 25 wagons, c'était la distraction. On avait des joies assez simples quand même à l'époque. Et je me souviens aussi, il y avait une très grande rhubarbe dans le jardin, on se cachait dans la rhubarbe, et il m'a appris aussi à casser les noisettes sans me taper les doigts parce qu'il y avait des noisetiers, et on passait nos après-midi à casser les noisettes dans un kiosque en ciment comme on pouvait voir à l'époque. Pendant sa retraite, le grand-père d'abord s'occupait beaucoup de nous, était un très beau grand-père. Moi aussi, il m'a apporté beaucoup. Il m'a appris à bricoler, à jardiner et autres. Un vrai grand-père, très à l'écoute et très, très disponible. Et il y avait une chose qui m'avait fascinée, c'était de voir mes grands-parents qui essoraient le linge. Alors ça, c'était extraordinaire parce que il y avait une machine à laver. Donc déjà, on avait beaucoup d'argent, on avait une machine à laver. Et pour essorer le linge, on sortait le linge de la machine à laver, ruisselant de flotte, et on le passait entre deux rouleaux en bois avec une manivelle, morceau par morceau, on passait. Donc les draps, ça pouvait prendre une distance qui paraissait énorme, évidemment. C'était des grands draps. Et donc ils se mettaient à deux pour faire ça, donc il fallait pas déchirer, ça coulait partout, etc. C'était assez extraordinaire. Et puis il y avait effectivement, alors on avait des jeux d'enfants dans cette maison, qui avait un premier étage avec les chambres de mes grands-parents, donc il y avait 3 chambres, je crois, à l'étage, une grande salle de bain, paraissait gigantesque, elle devait pas l'être tellement, 2 lavabos
Et puis il y avait du marbre partout, une très grande baignoire. Et il y avait un truc qui me fascinait, c'est que cette salle de bain était suffisamment grande pour que mon grand-père, quand ma grand-mère prenait son bain, lui fasse la lecture du journal dans un fauteuil, qui était un petit fauteuil canné d'angle, et qui me fascinait, et parce que c'était quand même le luxe suprême. Et en plus, elle avait des jolis flacons en cristal dans sa salle de bain qui était en marbre, plein de petits nœuds, plein de dorés, plein de marbre, ça sentait bon, elle se parfumait. Et donc, elle avait des bijoux qui me fascinaient, parce qu'elle avait comme pas mal de beaux bijoux. Elle avait une chambre à elle, avec un grand lit toute seule, avec des photos de ses enfants dans des jolis cadres à petits nœuds. Enfin, pour moi, ça me paraissait extraordinaire. Elle était assez élégante. Par exemple, ça me paraissait divin. Elle avait des chemises de nuit, des combinaisons en soie. Enfin, tout ça, ça me paraissait le comble de la féminité. Avec du mobilier. La maison a été construite donc à la Première Guerre et il y avait pas mal de mobilier, un peu art déco, art nouveau, etc. Donc c'est beaucoup de souvenirs et j'ai été assez frappée de cette fin qui était pour moi franchement pas drôle, quoi. Moi, le grand-père Jean m'a transmis un côté homme honnête. C'était l'homme honnête selon Rousseau. Le bon citoyen, l'humaniste, l'intellectuel, il lisait beaucoup, il adorait Victor Hugo, Zola, et il m'a transmis un côté honnête, citoyen, bon. Puis alors il m'a aussi transmis le côté bricolage, jardinage. Il nous a amené tout d'un côté de bon grand-père, le rôle du bon grand-père dans des valeurs qui étaient des valeurs qui étaient les siennes, républicains, entre guillemets, au sens démocrate, quoi. Honneur, famille, patrie. Oui, honneur, famille, patrie. Et d'ailleurs, j'ai de gros remords de pas lui avoir rendu tout ce qu'il m'a donné, en allant même jusqu'à dire des bêtises énormes, du type je préfère être allemand et vivant que français et mort, à quelqu'un qui a fait Verdun. Ça a dû lui faire beaucoup de mal, et moi, je regrette beaucoup de lui avoir dit. Donc là, le côté grand-père Jean, il m'a personnellement beaucoup apporté. La grand-mère Mathilde, non. Et puis du côté paternel, la grand-mère Alice nous a apporté beaucoup sur le côté bonne grand-mère qui nous a fait prendre de l'oxygène. Alors que le grand-père Charles, en dehors de ses sermons qui me horripilaient forcément et qui m'ont pas fait travailler mieux à l'école, bien loin de là, zéro contact. Alors moi, mes grands-parents, ce qu'ils m'ont apporté, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la capacité à avancer dans les épreuves. Donc ça, c'est vrai. Avec la capacité, alors qui est même un peu extrémiste, parce que j'ai une très forte capacité à oublier les mauvais souvenirs. Pas tant le mal qu'on m'a fait, mais vraiment la capacité de faire le tri dans les souvenirs pour finalement continuer à aller de l'avant. La droiture, l'honnêteté intellectuelle, enfin vraiment, je pense que c'est évident. Ils m'ont apporté beaucoup le goût du luxe, des objets et des bijoux, le fait d'être femme et de l'assumer, et ils m'ont apporté le goût des maisons et à la fois le chagrin de perdre des maisons. Je suis beaucoup trop attachée aux maisons et aux objets, ça je le sais. Ils m'ont apporté beaucoup le goût du parfum et de l'élégance de vie, élégance de pensée. Après, il y a la musique, il y a le playel qui est arrivé jusqu'à moi, un peu par des chemins détournés. J'ai un grand regret, c'est que maman ait complètement obstrué ce côté musicien qui est je pense, vraiment culture familiale. Voilà, sans doute des choses qui brillent, qui chantent, du parfum, des choses comme ça. Et puis une stabilité finalement familiale. Une stabilité sans une solidité, mais c'est important. Puis on accumule un tas d'informations au long de sa vie et de sa jeunesse en particulier. On n'y fait pas attention, on les mémorise pas. Ils ressortent. Et ça fait des pièces de puzzle qui sont plus ou moins floues, qui sont plus ou moins déformées. Et puis, et quand on essaye de recréer le puzzle, on se rend compte que il y a un tas de trous, il y a un tas de choses, et les pièces s'emboîtent pas. C'est vrai qu'on et puis on les a pas tellement écoutées, c'est vrai qu'on regrette beaucoup. On s'en foutait complètement. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et toutes ces informations sur la famille, nos parents les avaient, nos grands-parents en avaient. Ça nous intéressait pas. Et tout ça s'est envolé presque. Ouais. Heureusement, il y a quelques écrits d'arbres généalogiques gribouillés par-ci par-là. Ce qui fait qu'on a retrouvé pas mal de choses pour remonter jusqu'à 1740. C'est pas nous qui aurions pu le faire.
toutes ces anecdotes, tout ça, c'est un puzzle. Et puis, qui en plus est très subjectif, on le voit entre chacun. Ouais. On écrit l'histoire d'une façon différente. Ce podcast s'appelle Passé recomposé. Est-ce que vous avez l'impression dans cet épisode et dans cette discussion d'avoir dit toute la vérité? Est-ce qu'il y a des parties de votre histoire que vous cachez quand vous la racontez? Il y a toujours des choses cachées, volontairement ou involontairement, dans ce qu'on dit sur tout en général et sur la famille en particulier. En plus, il y a même des choses dont on n'est même pas conscient qu'on essaie. Donc, bien évidemment, on peut pas tout dire et on dit pas. Ceci étant, on donne des ressentis, on donne ce qu'on a envie de donner et les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Et retiennent encore moins. Et retiennent encore moins. Mais oui, enfin, je pense que évidemment, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on veut pas savoir, qu'on veut pas entendre, qu'on veut pas revivre. Est-ce que là, pendant ce temps d'échange, il y a des choses qu'on est volontairement cachées? Oui, aussi un peu par pudeur pour d'autres. Mais on n'est pas dans le conte de fées. Enfin, je pense qu'on est capable d'aller jusqu'au bout et de dire clairement que on a commis des erreurs par rapport à nos grands-parents ou à nos parents ou arrière-grands-parents et qu'on a des regrets parce qu'on n'a pas su écouter, qu'on mémorise qu'à moitié des éléments manquants. Mais bon, on a une famille qui n'a pas grand-chose à cacher. Si je me mettais à parler de ma belle famille, je pense qu'il y a des pans de vie qui sont plus douloureux. Et peut-être des choses qui se cacheraient davantage, parce qu'on n'a pas de collabo dans la famille, on n'a pas de... On n'a pas à rougir de la famille. Donc, ça n'a pas été une famille parfaite. Les gens ont eu des comportements qu'on a tendance à juger en voyant la fin du film, en les voyant vieux et en jugeant a posteriori. Et puis quand on essaye de se mettre dans leurs problématiques de l'époque, de leur situation et autres, on se rend compte que finalement, on comprend mieux. C'est le privilège de l'âge. Le privilège de l'âge. Et dernière question avant de vous remercier et de nous dire au revoir. Si vous aviez un pouvoir magique, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous changeriez quelque chose dans le parcours de vos grands-parents? Et si oui, quoi? On n'a pas le droit de changer la vie des grands-parents. Peut-être que je les aurais plus écoutés, j'aurais plus rendu à mon grand-père ce que je lui ai pas rendu, mais j'ai pas le droit de changer leur vie. Ils ont fait leur vie à leur façon, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des choses bien, ils ont eu des comportements citoyens qu'on n'aurait pas et que j'aurais sans doute pas eu, parce que partir à la guerre pendant 4 ans pour servir de chair à canon, je suis pas sûr que je l'aurais fait, mais dans le contexte, on le faisait. Mais d'ailleurs, ça a pas mal marqué l'histoire familiale, parce que on a une de nos sœurs à qui on a proposé la Légion d'honneur, et elle a répondu la Légion d'honneur, moi sûrement pas, jamais, mon grand-père l'a eu à Verdun. Et donc elle a dit je pourrais pas l'accepter, je n'en suis pas digne. Moi, je pense que si on pouvait changer la vie de nos grands-parents, il faudrait changer la vie du monde, parce que c'est la guerre. Ils ont connu 70, 14 et 39. Donc c'est changer 3 guerres, donc c'est changer tout le monde, donc c'est clairement impossible. Mais je pense que pour eux, c'était un massacre effectivement épouvantable, des deuils multiples. Après, peut-être leur force qui n'a pas été donnée à tout le monde, c'est un mot que je n'utilise pas tellement, mais c'est la résilience, c'est-à-dire qu'ils ont eu la capacité en eux-mêmes, par déjà les valeurs qui leur avaient été transmises et qui nous ont transmises, de continuer à avancer, alors que toutes les familles n'ont pas pu faire la même chose. Alors effectivement, comme dit Jean-Louis, avec la lecture de leur temps, de leur époque, de leur éducation, de leurs freins, de tout ce qu'on essaie de remettre en cause maintenant, qui leur a pas empêché d'avancer et qui en tout cas nous a permis de relativiser un certain nombre de choses aussi dans la vie. Est-ce que nous, on est capable de transmettre autant à nos enfants et petits-enfants? Je sais pas. En tout cas, sur le côté guerre, moi je suis la première génération qui n'ait pas eu à partir à la guerre. J'aurais dû d'ailleurs y partir parce que il y a eu la guerre d'Algérie, mais j'étais sursitaire, donc j'ai eu la chance de ne pas partir. Ça structure totalement différemment des vies. Eux, ils auraient subir ça, effectivement, 3 guerres, nous pas. Et on profite de ce qu'ils ont bâti, donc on n'a rien à leur reprocher. Hein. Un grand merci à vous deux, Marianne et Jean-Louis. Merci de vous être prêtés au jeu,
d'avoir accepté de partager votre et notre histoire. Il reste encore 1 ou 2 épisodes jusqu'à la fin de la saison. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais ce sont finalement les plus difficiles à enregistrer. C'est pourquoi le rythme de sortie des épisodes en ce moment est plus élastique, pour ne pas dire aléatoire. Merci de votre patience et de votre soutien. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, suivez le podcast sur Instagram et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.